Culture Club, l'émission culturelle du GOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, nous revenons pour une nouvelle édition du Culture Club en compagnie de Rui Frati, président du Théâtre de l'Opprimé, ainsi que Julien Battigello, qui est donc son administrateur du Théâtre de l'Opprimé. Donc si vous êtes aujourd'hui sur notre plateau, donc c'est pour parler du Théâtre de l'Opprimé et particulièrement du danger que subit en ce moment le théâtre du fait des retraits des subventions par la DRAC, donc Direction régionale des affaires culturelles en Ile-de-France. Du coup. Ministère de la Culture. Ministère de la Culture, exactement. Donc je pense qu'aujourd'hui on va particulièrement en parler parce que c'est l'actualité de votre théâtre et même de la scène culturelle parisienne. Donc peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter, chacun à votre tour, vous présenter également vos fonctions au sein du théâtre? Et si vous voulez, pourquoi pas. Donc bonjour tout le monde. Je dirige le théâtre depuis longtemps. Et c'était en succession à Auguste Soubois, les créateurs et de la méthode de Théâtre de l'Opprimé, et aussi les premiers metteurs en scène qui a ouvert la salle qui est au 78 rue de Charolais. Cette salle qui a une centaine de places, accueillante, sympathique, qui a été bâtie par les efforts de la compagnie et soutenue fortement à l'époque par la DRAC, ministère de la Culture, qui a mis de l'argent dans la construction de la salle et tout ça, et qui aujourd'hui nous a abandonnés complètement. Ouais. Voilà, donc je dirige au moment où Auguste Bois a confirmé son retour au Brésil, et le metteur en scène très connu là-bas, qui a passé plusieurs années exilé ici et au Portugal. Donc j'ai pris sa succession, disons, en dirigeant cette troupe qui est beaucoup plus jeune que moi et qui a de tous âges, entre 20 et 50 ans, qui fait un travail d'intervention socioculturelle dans des quartiers considérés difficiles et autres. Parce que nous allons des universités au cœur du Paris, donc au cœur d'autres grandes villes d'Europe et du monde. Je pense par exemple au Nord, qui est une université du Liban qui travaille surtout, qui a un doctorat non-violence, culture de la non-violence, ouverte à 5 ou 6 pays de la région, qui fait un travail extraordinaire, avec lesquels nous avons un accord de collaboration depuis une dizaine d'années. Je devais m'y rendre en mai pour un stage de formation qui est évidemment repoussé à un autre moment. Donc je pense très fortement aux créateurs de cette initiative incroyable dans ce pays merveilleux que le Liban est massacré par des monstruosités tout autour. Voilà. Donc nous travaillons dans des quartiers en difficulté et pas seulement. Oui. Et heureusement, nous sommes ouverts à tous les fronts. Bon, donc, mais j'ai déjà avancé un peu trop, non? Je vais laisser la parole un petit peu à la jeunesse. Non, c'est très bien. Alors, Julien, oui, donc, vous êtes... merci de nous recevoir. Dans un premier temps, moi, je suis administrateur du lieu, qui est un lieu assez polymorphe, puisque, comme l'a dit Rui, c'est une compagnie de théâtre qui utilise la méthode du même nom. À la base, c'est une méthode, c'est aussi une compagnie, et c'est un lieu qui est ouvert aux autres compagnies, qui a une programmation. Et accessoirement, on est aussi un organisme de formation. Donc, on cumule un peu toutes ces activités. Et moi, je coordonne les aspects administratifs, financiers, gestion sociale, et la gestion financière qui n'est pas de tout repos, surtout en ce moment. Ouais. Mais voilà, il faut retenir que c'est un lieu qui a de multiples facettes et qui agit à plein de niveaux et avec tout un tas d'acteurs locaux, nationaux, internationaux également.
Très bien, merci. Et justement, donc un lieu polymorphe, est-ce que vous pouvez, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas le théâtre de l'opprimé, en parler ou l'expliquer concrètement, Oui. programmation, etc. Quand la compagnie qui n'avait pas des lieux, etc., qui travaillait un peu partout, mais sans avoir son propre lieu de travail et de répétition, moi, je me suis rendu compte, on est une association de 1900, donc comme sociétaire, je me suis rendu compte qu'on dépensait un argent fou en location de salles de répétition, et j'ai commencé à lutter à l'intérieur de la troupe pour qu'on se dote d'une salle de répétition. Et c'était une salle de répétition. Et puis, on a eu la chance de trouver ces 350 mètres carrés dans les 12e, qui, avec un effort énorme, économique et humain, on a transformé en salle de théâtre et en salle de répétition, d'accueil, etc., bureau, tout ce qu'il faut. Donc, à ce moment-là, notre activité étant surtout le travail décentralisé du théâtre forum, un théâtre qui provoque la prise de parole de tout le monde pour essayer de comprendre au moins certains problèmes, certains conflits d'actualité. Nous nous sommes dit, nous avons aujourd'hui une salle de théâtre qui ne peut pas être simplement ouverte à ce type de spectacle ou d'action, mais qui doit pouvoir accueillir tout un tas d'autres compagnies de théâtre qui n'ont pas la chance que nous avons d'avoir un lieu comme ça, et qui font un bien fou à la culture de proximité, à la culture de la jeunesse, etc., etc. Je confesse que je me suis un peu battu à l'intérieur de l'équipe parce qu'il y avait certains qui disaient « Non, ça c'est le théâtre de l'opprimé, il doit être qu'est pour le théâtre de l'opprimé. » Je disais « Non, on ne peut pas soutenir la démocratie, l'ouverture, et dire « Ah non, et ils ne font pas du théâtre forum, donc ils n'ont pas les droits. » Et donc, cette ligne a fini pour avoir la meilleure sur les autres, disons, et dans les conflits internes. Et on a commencé à faire une programmation où on a créé une grande place aux jeunes troupes professionnelles, mais jeunes, ainsi qu'à la création contemporaine. Et c'est comme ça soit la DRAC, à l'époque, le ministère de la Culture, la DRAC, qui, après le changement des majorités en 2001, 2002, la mairie de Paris ont commencé à nous soutenir comme un lieu, effectivement, tourné vers la création contemporaine et en privilégiant les jeunes troupes. C'est qu'on a, par exemple, un festival. En ouverture de saison, on a 4 semaines d'un festival qui s'appelle Plein Feu sous la jeune création et qui est destiné à des troupes professionnelles qui émergent de grandes écoles de théâtre, des écoles de théâtre. Voilà. Donc une ouverture très grande vers la professionnalisation, au moins avoir un endroit où montrer les travaux que la jeunesse est en train de faire, puisque pour moi, qui étaient déjà mûrs, qui sont un tout petit peu plus mûrs encore, aujourd'hui, je me disais, c'est un effort tellement grand, faire du théâtre. On demande tellement des efforts aux gens qu'il faut, si on a la possibilité d'ouvrir un tout petit peu les yeux vers les autres, dire, venez montrer ici, au moins, peut-être que ça va ouvrir d'autres portes, d'autres fenêtres, d'autres espaces de représentation et qui va vous faciliter un petit peu l'avenir. C'est ça, la force du théâtre qui continue à exister depuis 2-3 000 ans de sa création. Donc, on accueille beaucoup de productions qui sont portées par des jeunes compagnies, ainsi que des stages de formation qui sont sur nos techniques, mais aussi sur d'autres. Là, à ce moment, par exemple, on a un travail grand qui s'est fait sur Stanislavski. Par des gens qui n'appartiennent pas du tout à la compagnie. Julien, tu peux peut-être me continuer. Oui, non, je ne veux pas aller peut-être... Je pense que tu as déjà bien expliqué, mais voilà, en gros, la partie diffusion, c'est à peu près une 30aine de compagnies reçues chaque année pour à peu près 150 levées de rideaux. Voilà, pour le dire de manière froide et factuelle. Et du coup, vous disiez que vous êtes placé dans le 12e.
place vous occupez au sein du quartier? Nous sommes dans un coin du 12e qui est assez privilégié puisqu'il n'est pas loin de la gare des Lions, il n'est pas loin de la Bastille, il n'est pas loin d'ici même, enfin un peu central dans le 12e. Or, nous nous sommes rendus compte des grosses difficultés qui ont des communications. Par exemple, à un moment donné, on a travaillé avec une association qui est plutôt du côté du périphérique. Ouais. Et les jeunes nous disaient « Ah mais c'est très loin, mais c'est de l'autre côté du monde. » Je dis « Mais non, tu prends les 29 et tu descends devant chez nous. C'est de ta porte à la nôtre. » Voyez. Donc il y a une certaine difficulté de visibilité pour un certain type de public. Ce qui fait qu'on a un public parisien en général qui vient de tous les arrondissements de Paris et un peu moins de la fond du 12e par exemple. Or, avec la mairie du 12, on a essayé et on continue à essayer de chercher des formules qui puissent approcher les autres organismes du 12e de notre lieu. Et je tiens à dire, profiter de la chance que vous nous donnez de communiquer avec vous-même et d'autres organismes qui... Le café est toujours prêt à être refait et partagé si vous voulez discuter avec nous, parler, raconter vos projets, vos idées, etc. Puisqu'indépendant de création professionnelle qu'on reçoit, comme disait Julien, tous les soirs, du mercredi au dimanche, il y a plein d'autres activités qui sont moins professionnelles que ça, plus dans la perspective de découvrir des choses nouvelles, etc., etc. Donc, les portes sont ouvertes. Vous donnez beaucoup d'opportunités, peu importe les chemins. On essaye. Ok, super. Peut-être question plutôt pour vous, Julien. Comment fonctionne le théâtre au quotidien ? Eh bien, alors on est maintenant 3 salariés permanents. Okay. Donc on a un directeur technique, il y a moi-même qui suis l'administrateur et quelqu'un qui est chargé de la compagnie, chargé de production, qui est responsable aussi des projets de la compagnie. Je compte pas Rouille puisqu'il n'est plus salarié maintenant, il est président de l'association, mais il est très investi au quotidien. Et on compte aussi avec une compagnie qui représente une vingtaine de comédiens et comédiennes intermittents du spectacle. Qui sont intermittents du spectacle. Et qui sont du coup comédiens de Théâtre Forum en majorité, qui sont formateurs aussi et qui sont investis aussi dans la vie du lieu. Ils sont aussi les bénévoles du lieu et ils nous aident à le faire fonctionner sous tous ces aspects. Voilà, c'est pour l'équipe. On a aussi un secteur qui s'occupe plutôt de l'international. D'accord. Là, je m'investis beaucoup en ce moment de ce côté-là, mais des projets européens, des projets avec d'autres pays. C'est ce qui nous permet de effectivement élargir énormément nos activités. Oui, bien sûr. Soit du type théâtre forum, théâtre interactif, ce type de choses, des spectacles, des créations de spectacles que nous faisons et qu'on peut aussi aller jouer ailleurs. C'est ce qui nous a amené déjà de Taïwan au Brésil, au Chili, en Iran. Excusez-moi. Pas de problème. 3 fois, on était en Iran pour l'université de festival de théâtre. Beaucoup en toute l'Europe. Et voilà, donc il y a ce secteur international qui s'occupe effectivement d'essayer d'élargir nos possibilités. Ouais. Parce que nous partons d'un principe simple. Il faut toujours apprendre. Moi, j'ai eu une chance incroyable dans ma vie, parce que je suis né dans une famille qui voyageait beaucoup, qui était très curieuse toujours de l'autre, etc. C'est ce qui nous a ouvert l'esprit à ça. Et dès que j'ai pris une certaine importance à l'intérieur de la troupe, je me suis dit, il faut que je me batte, pas autour de moi, tout seul, mais des autres. Ainsi que quand on me téléphone, ils disent, viens au Liban faire une chose. Je dis, oui, mais pas tout seul. Il y a toujours quelqu'un de plus jeune avec moi qui un jour prendra la relève, etc., et qui me soutient très fortement à comprendre les choses. Parce que quand on est en train de proposer quelque chose, on est en train aussi d'apprendre qu'est-ce que c'est la vie de l'autre, les comportements de l'autre, etc. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous fait vivre et qui n'est pas très clair pour des organismes. Je vais répéter, et c'est désagréable par les deux, mais la DRAC, qui nous a soutenus très fortement pendant longtemps, et qui, à un moment donné, a décidé qu'il n'y avait plus de raison pour nous soutenir. Or,
imagine le niveau des contradictions qu'est leur fonctionnement. 2022, ils nous ont passé une subvention de 45 000 € pour la réfection de la salle. Oui. Argent public, votre argent, les miens, etc., nos impôts. Donc, on a refait la salle avec un soutien d'eux et de la mairie de Paris. On a refait la salle. 2 ans après, ils nous coupent les subventions en nous condamnant. Si on ne se débrouillait pas comme des fous, et les prix, c'était la réduction, par exemple, de 7 à 3 personnes qui travaillent au théâtre privé et pouvoir compter avec moi qu'aujourd'hui je suis à la retraite. Donc, je veux dire, si ce n'était pas ça, on serait déjà fermé. Mais on peut fermer l'année prochaine si on ne trouve pas d'autres sources de financement. Donc, ils financent avec l'argent public la reconstruction d'une salle et 2 ans après, ils condamnent à mort. Et pourquoi justement, quels sont leurs arguments d'avoir coupé Coupure venue du ministère de la Culture. Encore, il y a 15 jours, on était à la DRAC en discutant avec eux. Ils nous disent, et on nous exige encore de couper autre 5% cette année. Donc c'est quoi? C'est le gouvernement Macron, c'est le ministère de la Culture, c'est ça. 5% qui? On est en train de choisir les compagnies qui vont disparaître. C'est bien ça le langage. Parce que ce n'est pas 5% entre l'opéra et tout le monde qui est subventionné. Non, ils font disparaître certaines compagnies. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec nous. Ce n'est pas avec nous, c'est avec une dizaine d'autres lieux culturels en île. Pour les parler d'Île-de-France. Bagnolet, par exemple, qui est en bataille. Je ne vais pas nommer chacun, mais nous sommes une dizaine de structures culturelles qui risquent de disparaître à cause du très mauvais fonctionnement du ministère de la Culture. C'est atroce ce qui vient de se passer. Ils ont oublié déjà l'importance de la culture dans l'histoire de la France. En France, c'est le pays de la culture. Et la France a beaucoup vécu de la culture. Il y a eu des ministres qui ont su tirer profit de ça et faire rentrer de l'argent pour l'État par les biens de la culture. Or, là, on a des analphabètes, des mécréants, je ne sais pas même pas comment appeler ces gens-là, qui ont fermé les yeux complètement à la culture. C'est atroce. Et vous avez plus 40% de spectateurs par rapport à 2024. J'ai vu... Comment vous expliquez ce paradoxe? Je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer ou pas. Mais... Alors effectivement, déjà, on ne va pas vous refaire tout l'historique de la salle, mais le fait est qu'on a dû la refaire à nouveau, puisque le chantier financé par la DRAC avait connu certaines malfaçons qui nous avaient forcé à réduire notre gradin. En 2025, on a pu récupérer une salle complète et bien plus confortable. On a fait un effort de programmation également. On a essayé d'avoir un surcroît d'activité et de la raisonner le plus possible, ce qui fait qu'on a un bon bilan en termes de billetterie à présenter, quand bien même malgré l'abandon de la DRAC, et ce qui est c'est un levier aussi pour nous pour discuter avec eux, parce qu'on leur montre qu'on sait faire les choses, mais que par contre on ne pourra pas, si on n'a pas un coup de pouce, on ne pourra pas tenir éternellement nous-mêmes. On essaie de se réorganiser au mieux et de limiter la casse, mais ça veut dire aussi qu'on s'enferme dans des conditions de travail qui sont moins bonnes, on se sépare de personnel. C'est l'impact concret de cette suppression, de cette coupure. Absolument, c'est horrible. Tout à fait, parce qu'on est capable de le faire, mais à quel prix? Bien sûr. On est capable jusque-là, on a été capable de survivre, mais dans quelles conditions mais dans quelles conditions et dans quelles conditions on peut continuer à l'accepter? Voilà, ça c'est la grande question. Comment vous voyez ce futur, justement? Pour que vous ayez une idée, nous sommes là en train de clôturer ce qui sera la programmation de la saison 26-27. On a une centaine de demandes de compagnies. Certes, il y a certains qui sont absurdes, de compagnies qui sont constituées de 15 comédiens, 17 musiciens, scénographie, etc. C'est pas pour nous. Donc, disons qu'il y a 10-15% qui sont éliminés parce qu'ils ne présentent pas des conditions techniques pour être joués chez nous. Mais de ce qui reste, des projets incroyables, on est obligé de couper 2/3 parce que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. Voilà. Et ce qui veut dire qu'on a une des rares salles qui reste encore dans Paris qui fonctionne sous les systèmes de co-réalisation. 50% de la billetterie pour les uns et les autres sans minimum garanti. Donc, essayons d'être le plus démocratique possible. Il a une production théâtrale incroyable, sauf qu'elle n'est pas vue. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de lieu
pour que ça puisse se produire. Donc voilà, c'est ce qui est l'action crimineuse, criminelle, je ne sais pas comment dire. Je mélange les langues, là, entre l'italien, les portugais et les français. Criminelle de l'action de la culture actuellement. Voilà, c'est condamné, parce qu'ils condamnent les salles, et en condamnant les salles, on nous a dit, c'est pour privilégier les compagnies. Je dis, oui, mais quand les compagnies n'auront plus où montrer leur spectacle, vous êtes en train de condamner les compagnies aussi. C'est pas que les salles. Voilà, excusez-moi, je me laisse emporter, mais c'est tellement scandaleux. C'est tellement scandaleux ce qui s'est produit dans un pays comme la France, qu'on soit condamné comme ça à qui les émergents, qui la jeunesse, et même certaines compagnies qui ont choisi de faire du spectacle dans des théâtres de proximité soient perdues comme ça. Merci. On va bientôt se quitter pour faire du coup le passage avec le syndicat qui vous représente. Entre autres, oui. Qui fédère toute une série de gens qui s'y battent pour que les théâtres continuent à exister. Et il continuera. Si les bombes de M. Trump n'arrivent pas à détruire l'humanité, voilà. Eh ben, on continuera de jouer. Je sais pas si, Julien, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport au futur, de comment vous voyez le futur de votre théâtre et du théâtre en général. Le futur du spectacle vivant en général dans notre tranche, c'est-à-dire les lieux intermédiaires, les lieux indépendants, il est extrêmement menacé. Et je pense qu'il va falloir un vrai réveil politique, un réveil populaire aussi. Nous, on essaie de faire connaître notre situation à notre public au plus de monde possible, de rallier tous les soutiens. Mais il y a quand même, structurellement, ce gabarit d'activité, si on n'a pas un minimum de soutien des pouvoirs publics, ce n'est pas viable à long terme. Quand bien même on essaye et on arrive à dégager des recettes propres qui sont plutôt importantes et qui font qu'on ne compte pas que sur l'argent public, on est en grande partie autonome, mais quand bien même c'est compliqué d'avoir une vision à long terme s'il n'y a pas un soutien fort des pouvoirs publics qui nous permettent de planifier et d'avoir une espèce de sérénité, de savoir à quoi s'attendre pour les années futures. Là, pour l'instant, on vit un petit peu au jour le jour et on essaie de trouver des solutions. Donc voilà, on reste dans cette optique de se battre pour ce soutien et pour faire connaître au plus de monde possible notre situation, qui est celle du milieu de la culture en général. Et voilà, on défend ça comme quelque chose important à nos yeux, fondamental dans toute société. Et je pense qu'il faut remettre la loupe sur tout ça, sur ce qui sont des sujets fondamentaux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir pris la parole. On va faire une petite coupure. J'étais ravie du coup de vous avoir tous les deux. Et nous d'être là avec vous. Mais avec grand plaisir. Et bienvenue au 78 rue de Charolais. Comment ? Bienvenue au 78 rue de Charolais. Très bien. Mais on y fera un tour, pourquoi pas, si vous nous accueillez. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Culture Club, l'émission culturelle du GOP Radio.